Oui, bonjour. Ma question serait, bon, je vais d'abord la poser en français puis par la suite en anglais. Je voudrais savoir comment, selon vous, les acteurs syndicaux pourraient concilier et gérer la situation lorsqu'il y a une nouvelle génération de représentants syndicaux qui ont des valeurs idéologiques et des valeurs politiques qui sont absolument antinomiques, contradictoires les unes aux autres. Et est-ce que cela ne pourrait-il pas causer des conflits internes qui pourraient par la suite affecter la mobilisation, la cohésion, puis le rapport de force? How can the unions handle the situation when there are ideological views and political views that are antinomic, contradictory between the youth generation and the older union representatives? Wouldn't those cause internal conflicts that will affect the mobilization, cohesion, and bargaining power of the unions? Est-ce que vous préférez répondre tout de suite ou on prend quelques questions? Donc, ma question est pour Kurt Vandal. Je m'excuse, je vais la poser en français. Je veux m'assurer que ça soit clair. En fait, je me posais la question, il y a certains de vos concepts que je ne suis pas sûre, je me demandais c'est quoi les différences. Par exemple, quand vous parlez de congruence idéologique versus le concept qui est quand même assez bien connu de l'adéquation des valeurs, comment vous différenciez ça? Et même sur la question de la volonté à fournir des efforts, qui est votre variable, en fait, dépendante. En fait, il y a une dimension de l'engagement syndical qui est la volonté à travailler pour un syndicat. Donc, je me demande pourquoi vous avez développé comme une... Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, ce que vous avez présenté comme item par rapport à cette dimension-là de l'engagement syndical. Donc, même la question de pro-union attitude versus congruence idéologique, je me demandais c'était quoi la différence aussi. Donc, c'est juste au niveau plus des variables qui ont été utilisées. On va commencer avec ces deux questions qui sont quand même porteuses. Est-ce que tu veux commencer, Maïté? So if I understood your question correctly, you were asking how does a union deal with contradictory values, beliefs, demands between different kind of groups of workers and then still be unified in terms of collective bargaining and so on. So I think that's a very valid question, and that's kind of that tension in our framework between the influence of membership and logic of membership and logic of influence. And at least for the US, we would say that these tensions and contradictions have always been there, but not so much to the surface, in that unions would often just speak to the majority of maybe in the US older white male people, and sometimes not to the other underrepresented groups. And so now in these decades of union decline, there's more of a push also for unions to speak to those underrepresented minorities and actually show that we need to actually put emphasis on the differences, and we need to put emphasis on the fact that certain people have more hardships than others, and that it's not just anymore about wages and benefits, but going beyond. And so how to deal with that in practice, some unions like the communications workers unions and others in the US have done training and education essentially to show how people have different groups have different interests, but that it's important to actually confront those differences rather than saying we're all the same. But the tension then is there. Merci. Alors, les enquêtes qu'on a faites en France, l'enquête que j'ai présentée, elle s'inscrit en fait dans une enquête plus large sur l'engagement des jeunes au travail. Et en fait, elle remet d'abord en cause l'hypothèse selon laquelle les différentes générations auraient des valeurs différentes
Elle montre que c'est pas parce que les jeunes adhèrent moins aux syndicats qu'ils ont en fait moins de sympathie. Ils ont en fait même dans les enquêtes quantitatives plutôt plus de sympathie pour les syndicats que les autres générations, même s'ils adhèrent moins. Et du coup, ce que l'on voit, c'est qu'une manière de résoudre ces conflits en interne dans les organisations syndicales, c'est de laisser la possibilité aux jeunes de se créer leur propre structure. Donc il y a plusieurs syndicats en France dans lesquels il y a des structures jeunes qui sont autonomes et qui permettent en fait une forme de socialisation par les pairs qui, couplée à la socialisation intergénérationnelle, permet à chacun de trouver sa place au sein de l'organisation. Okay. Indeed, I think there are tensions between, let's say, young workers or young people and unions. This pops up in the media, but if you look at, for instance, research looking at the attitudes of young people towards unions, then there's only a small minority that is very negative about unions. I can refer to studies, for instance, in Pew Research in the US, but also if I look at survey research within European countries, you see the same pattern. Only 5% or a very small minority of young people are very negative about unions. The large majority is ignorant or positive about unions. This provides some hope. Well, the difference between pro-union attitudes and ideological congruence, I have a bit the same difficulty when I look at the literature. What is exactly the difference? But if you look at the regression models, then you see a different significance of this. In my regression model, the construct pro-union attitudes was based on 4 items, and I can give them to you. Unions play an important role in ensuring wage increases. Unions are important in securing co-determination at the workplace. Unions are important for job security, and unions contribute to a constructive way to improvements at my workplace. So it's a bit more like measuring instrumentalism to a certain extent. And the question on ideological congruence was more like to what extent I agree with the political and ideological position of my union. So that's the difference in terms of operationalization. And what I find is that pro-attitudes are not significant in my model, and what is contradictory or to the theory I used. And then I find in several models, at least, that ideological congruence plays a bit more significant role in making new members active within the union. Moi, j'ai 2 questions pour Camille Dupuis. Concernant d'abord l'action de cette organisation, c'est-à-dire que la constitution de cette organisation se crée sur des questions de conditions de travail, de dénonciation des conditions de travail et d'emploi. Pourquoi, au fond, ce que tu as dit sur l'action au niveau national a l'air d'être centré sur l'État, sur les pouvoirs publics, par des stratégies de lobbying? Est-ce qu'il y a eu des relations, une stratégie de contournement ou au contraire de discussion avec l'organisation patronale du secteur, avec la structuration patronale, disons, de ce secteur? Et puis la deuxième question, sur la base de données sur les adhérents que tu as pu étudier, est-ce qu'elle fait apparaître le type d'association duquel ils proviennent?
Tu as donné les variables sociodémographiques, mais tu as commenté les variables sociodémographiques, mais est-ce qu'on sait des choses sur par exemple, la taille de ces associations? Est-ce qu'il y a un effet taille, le secteur d'activité, parce que c'est un monde extrêmement hétérogène, et donc est-ce qu'il y a un ancrage plus important dans certains types de secteurs d'activité ou dans certaines tailles d'associations? Thanks. Good, interesting presentations. I had a question for each of you, if I might. But Maite, I was really interested in your use of identity as part of the explanation, and I was wondering if you think of identity as partially socially constructed in terms of the way people experience identities as workers, and if so, then some ways of dividing workers have been through identities such as race or gender. And so are you finding some of the new movements are engaging in that idea of social construction of identity and sort of recapturing it and redefining identities as part of their means of building solidarity and bargaining power? Kurt, I was interested, kind of related to the last question, but if you are thinking about some of the sources of ideology and what you think about in that realm, if it's education or other social influences. With Camille, I thought it was really interesting that you brought up the funding as part of the challenge of new forms of worker collective action. And I was wondering if you have some observations about ways of financing, whether that's dues or new forms of dues or otherwise, that enable some of these new worker organizations to grow and sustain themselves. Thanks. Bonjour, j'avais une question peut-être d'abord adressée à Camille. Ce qui était intéressant dans toutes vos présentations, c'est qu'on voit qu'il y a des tendances à la fragmentation du paysage syndical, ce qui n'est pas sans risque pour l'horizon de la négociation collective qui est porté par les syndicats de manière générale. Je voulais revenir peut-être en complément de la question qui vient d'être posée sur est-ce que ça a été négocié au sein d'ASSO, quel était sur quel répertoire d'action est-ce qu'on allait jouer au niveau national? Donc est-ce qu'on est plutôt du niveau du lobbying ou alors est-ce qu'on essaye de s'engager, même si c'est bloqué, en essayant d'avoir accès aux instances de négociation collective? Et alors, peut-être pour compléter cette question-là au niveau de l'organisation interne des syndicats, de celui-là, mais peut-être aussi en référence aux autres recherches qui ont été présentées, est-ce qu'il y a dans le chef des nouveaux adhérents à des syndicats, que ce soit des profils plus militants ou alors des jeunes qui n'ont jamais été engagés en tant que tels dans un syndicat, mais plutôt dans des mouvements sociaux, est-ce qu'il y a des questions liées à la connaissance de ce à quoi veut tendre le syndicat en termes d'horizon idéologique, et est-ce qu'il y a des connaissances en termes de quel est le paysage actuel, institutionnel, de la négociation collective, et comment est-ce qu'il s'identifie comme acteur là-dedans? Donc en d'autres termes, est-ce qu'ils se voient comme des activistes qui défendent une cause, ou est-ce qu'ils se voient comme des interlocuteurs dans une logique transactionnelle avec d'autres partenaires, qu'ils soient gouvernementaux ou employeurs? Merci. Merci pour ces questions. Alors, pour ce qui est de leur relation avec
leur travail syndical au niveau national, en fait, l'organisation du secteur associatif côté employeur se fait par branche, donc par secteur d'activité, avec un syndicat qui représente les employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle maintenant l'UDES, mais qui du coup se structure par organisation, par branche. Et donc, ils ne sont jamais invités à négocier, puisque ils ont fait le choix d'avoir une structuration par structure employeuse et pas par champ, ce qui les rend en fait illégitimes dans le champ de la négociation collective instituée. Et du coup, il y a une forme de non-choix, ce qui répond aussi, je pense, à la question de leur connaissance du paysage de la négociation collective, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la négociation collective, et donc ils en ont fait le deuil, et ils décident de plutôt aller militer au niveau national, donc par différentes actions. Ils écrivent régulièrement aux députés, ils se font entendre dans les médias. Ils ont notamment porté beaucoup un discours contre le service civique, qui est une disposition en France qui permet à des jeunes de moins de 25 ans de travailler dans des associations dans le secteur public en étant rémunérés très faiblement et en n'ayant aucun accès à la protection sociale. Donc en fait, ils ne peuvent pas vraiment prendre part à la négociation de branche, qui pourtant est importante en France. Et donc ils sont obligés de contourner ça. Et pour compléter, il me semble qu'en fait, ils n'ont pas vraiment d'horizon. À nouveau, j'ai assisté à leur dernière assemblée générale, et donc ils sont peu à militer, hein, ils sont une quarantaine à assister aux assemblées générales annuelles, et en fait parmi cette quarantaine, la plupart sont nouveaux, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle assemblée générale, on a à nouveau que des nouveaux, et même moi, j'ai plus d'ancienneté qu'eux, parce que ça fait plusieurs fois, ça fait un petit moment que je les suis. Par exemple, ils s'interrogent sur la possibilité de laisser les dirigeants d'associations, donc qui sont quand même des salariés d'associations, adhérer au syndicat, ce qui s'appelle les salariés employeurs. Et donc, à chaque nouvelle réunion, on rediscute de ce qu'est un salarié employeur, alors que c'est des choses qui sont discutées depuis 8 ans, mais à chaque fois, il y a une nouveauté. Pour ce qui est des adhérents, donc sur les à peu près 600 adhérents, hein, donc c'est des données qui étaient en 2016, donc depuis il y en a sans doute eu des nouveaux. Donc c'est plutôt des travailleurs de grosses associations et plutôt dans la défense des droits humains, des droits des personnes. Et donc on retrouve là à nouveau l'idée que en fait finalement ceux qui adhèrent, c'est ceux qui sont déjà militants, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des travailleurs d'associations sportives ou etc. On est vraiment sur des gens qui sont déjà dans des associations qui ont une vocation militante. On retrouve ça chez les fondateurs, hein, puisque les fondateurs sont en fait des militants très actifs d'associations en France comme Jeudi Noir. Donc, c'est d'ailleurs cette association qui a hébergé les premières réunions du syndicat. Donc on retrouve vraiment toujours finalement cette supposée incongruité. Donc un de mes enquêtés me dit dans un entretien, ça paraît incongru de se syndiquer quand on est travailleur associatif, mais en fait quand on voit leur profil à eux, c'est pas incongru, parce que c'est des gens qui sont déjà socialisés à la négociation collective. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Thank you for the question. So the question on social identity. Indeed, so identity as a social construction with, of course, real life implications. It's thinking about how to build on identity as in terms of building solidarity. And so what I also say in another paper, and that's one with Tammy Lee, is that in the US, the labor movement has traditionally taken a melting pot approach towards organizing, and so focused primarily on a shared economistic class identity. And so that means that at the same time you might ignore or downplay essentially
the range of injury suffered within the working class due to marginalized and intersecting social identities. And so, whereas a melting pot approach is more under-inclusive and is essentially asking a lot of people to just wait for what we say social, trickle-down social justice, here it's about movements and organizations that put forward identity and essentially confront the differences in a way of creating unity. And so an organization such as ROC, the Restaurant Opportunity Center, which is a worker center in the US, shows that, says, for example, that this is not just an immigrant worker struggle, this is an immigrant worker of color struggle, and so emphasizes the fact that immigrants that came here in the beginning of the 20th century, they didn't have the same, it wasn't the same experience as immigrants that come here today, immigrants of color. And so really emphasizing that as a way of actually building unity. So putting social identity central and going beyond just an economistic class identity. And it's very hard because of course there's a lot of conflict when you do that, because then you don't just organize workers as workers, but you actually say, it's different what is a certain wage for a cisgender white male versus a queer black woman, and we need to acknowledge that, and we need to actually do everything for the woman so that everyone can be lift up, essentially. Thank you. Thank you for your question. Sources of ideological congruence. Maybe I have to first explain a bit about the Belgian context. From research on Belgian unions, we know that you first make the decision to join a union, and secondly, which union you will join. And there are three main union confederations in Belgium: Social Democratic Union, Socialist Union, a Social Liberal Union, and then a Christian or confessional union confederation. What could be the sources for effectively choosing one of those three union confederations? One source could be parental socialization, and I think those members are have more ideological congruence with union leadership or with their unions. Another one could be just for services, and for very practical reasons, you might live by a union office where you can visit the union office and get your services, like in case of your unemployment benefit. And then if you are working at your workplace where there is one dominant union, you tend to join this union then. Going to the sources, I think indeed one is education, but this has also limited. I think indirectly you can see this from the election results. We know that not every union member is for instance, within the Socialist Union not every union member within the Socialist Union will vote for the Socialist Party. On the contrary, some of them are voting for the extreme right-wing political parties. But I think also what I try to explain in this paper, a second source is the actual involvement of union members that could stimulate ideological congruence between them and their union. And especially if you look at my results, then it's about young members, and they might not have an opinion if they have an ideological congruence with their union, but maybe when they take up those union tasks, they might have a higher congruence. Thank you. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos panélistes? Donc, je vais les remercier parce que c'était très intéressant. On voit que, en tout cas, c'est intéressant et c'est encourageant. Hein. Ils nous ont prouvé qu'il y en avait des nouveaux, des nouveaux bassins. Pardon, hein. La grippe à la fin de journée, c'est plus difficile. Et ça existe, les nouvelles formes de représentation. Il va falloir s'y attarder et s'y intéresser, notamment. Et c'est plaisant de voir qu'on s'y intéresse outre-Atlantique et ce côté-ci aussi. Et
va falloir continuer avec aussi l'axe nord-sud parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là aussi. On le voit avec les bassins d'immigrants, comme nos panélistes nous l'ont dit. Bien, merci à vous pour vos excellentes questions aussi et pour votre présence. On me demande de faire un dernier appel avant de quitter. N'oubliez pas de rendre vos appareils. On les reprendra plus tôt demain matin pour qu'ils puissent être rechargés. Sur ça, je vous remercie de votre attention. Je remercie nos panélistes et bonne continuité.